Hello Thomas, très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter pour mes auditeurs, auditrices qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, écoute, avec plaisir, Clémentine. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur et je suis très, très joyeux de partager ce moment. Qui suis-je? Je m'appelle Thomas. Euh, Ma parole est située du côté des personnes assignées hommes à la naissance. Je m'identifie encore à ça. Du coup, je peux utiliser le terme cisgenre. Si les personnes ne connaissent pas, ça veut dire que je m'identifie au genre qu'on m'a attribué à la naissance. Donc, je suis un mec cisgenre hétéro, blanc, enfin voilà, je cumule pas mal de privilèges de la société, donc ce que je dis est situé à partir de là, même si je travaille constamment à ma déconstruction du mieux que je puisse, un grand travail. Et il se trouve que professionnellement, je suis dans une posture d'accompagnant, comme c'est le cas pour toi, et je co-dirige le terme qu'on utilise, c'est un consortium d'accompagnantes qui s'appelle Kaleidoscope Horizon Inc. Et notre objectif, c'est de proposer une forme d'accompagnement le plus complet possible dans notre vision de ce que ça veut dire être complet pour les indépendants, les freelances, donc les personnes qui sont seules dans leur boîte. Et la spécificité de notre façon d'accompagner, c'est qu'on essaye d'aider chacune de nos clientes à trouver le juste équilibre entre le développement de leur business, leur épanouissement en tant qu'entrepreneur au sein de leur business, et comment est-ce que leur entreprise et eux coexistent, interagissent avec les causes sociétales face auxquelles nous sommes, parce que toute entreprise et tout individu est situé au sein d'écosystèmes qui ont des enjeux, et du coup, on ne croit pas à l'entrepreneur et à l'entreprise individualiste qui ne travaille qu'à son propre épanouissement. Notre épanouissement dépend de l'épanouissement de ceux qui nous entourent. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là de l'écologie, la justice sociale, le féminisme, l'antiracisme et comment est-ce que nos entreprises dialoguent avec ces sujets. Donc ça, c'est notre spécificité. Et depuis un an et quelques, bientôt un an et demi, je travaille sur le volet écologie spécifiquement de cet axe de réflexion parce que je suis maintenant auteur depuis bientôt très peu parce que les précommandes commencent en juillet 2025, la sortie officielle c'est en septembre d'un livre du coup qui est au croisement entre l'écologie et l'entrepreneuriat. Peut-être qu'on en parlera un moment. Je garde le titre secret pour l'instant pour Mmh, teaser la suite de la discussion. Je pourrais donner le titre plus tard, mais au moins dans trop l'intro, bien. pas de titre. Donc Hâte voilà, de je suis savoir. dans cette posture d'accompagnement depuis longtemps. Et j'ai aussi un podcast, donc j'adore cet exercice de la conversation podcast. Je commence à être un dinosaure du podcast d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais, parce que ça fait depuis combien d'années là qu'il est J'ai out? le premier épisode, c'est le 1er mai 2019, donc la Wow. fête pour la lutte des droits des travailleurs en 2019. Incroyable. J'adore déjà cette présentation, effectivement située, qui fait du bien. Je pense qu'on devrait tous se présenter comme ça remettrait du cadre. Bah, à partir de où on parle, parce que forcément, nos paroles sont biaisées par l'expérience de la société qu'on fait, et elle est très différente selon les différents critères que j'ai donnés. J'aurais pu aussi dire que je suis hétéro, enfin voilà, j'ai pas donné tous les critères, mais Mmh, mmh, mmh. Ouais, effectivement, et ouais, c'est très chouette de le faire comme ça. Et déjà, ça annonce la couleur de l'épisode, je pense. Ça va beaucoup plaire à ceux qui nous écoutent. C'est vrai que moi, je commence à prendre le parti de politiser un petit peu ce que je fais. Je sais que c'est ton gros sujet en ce moment, on va y revenir. Mais déjà, j'étais curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. C'est quoi un petit peu ton parcours? En fait, moi, je me suis lancé en parallèle de mes études. J'ai ouvert mon statut au tout début de mon année de Master 2. Il y a deux choses qui m'y ont emmené. La première, c'est, je pense que c'était au moment de la vague ascendante où tout le monde parlait de se lancer à son compte, etc. Donc il y a eu un déclencheur très court terme qui est une pub Facebook d'une entreprise qui s'appelle Crème de la Crème, que tu connais peut-être. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est une plateforme de freelancing. Et à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ils ont plutôt un positionnement grand compte, etc. Mais à l'époque, là où ils se sont lancés, c'était une startup en mode t'es étudiant, t'as des compétences à valoriser, bah, fais-toi des sous à côté de ton expérience à l'école.
pour payer tes études, etc., en devenant freelance. Et donc, le déclencheur très court terme, qui est, je pense, le truc qui m'a fait prendre mon statut, c'est ça. J'ai vu la pub, il y avait un tuto sur leur site pour ouvrir ton statut de freelance. Donc, je me suis posé aucune question, j'ai suivi le tuto comme un débile. Et une soirée, j'avais un statut freelance et j'étais en mode waouh, je peux facturer. Donc, il y avait ce déclencheur-là. En fait, il y a 3 trucs. Donc, ça, c'est le premier. La seconde chose, c'est qu'à peu près au même stade, j'avais des discussions avec la mère de ma copine de l'époque, qui n'est plus, mais qui était à l'époque la co-dirigeante de l'école de coaching de Paris. Donc tu vois, ça c'est... En fait, j'ai rencontré le monde du coaching comme ça, sans me rendre compte que c'est ce que je ferais plus tard. Parce qu'à l'époque, Incroyable. je fais des études marketing stratégie, tu vois. Mais du coup, elle me dit, lors d'un dîner chez ma copine de l'époque, on a besoin de bosser sur notre com, on n'a pas assez de notoriété, on n'y connaît rien aux réseaux sociaux parce qu'on est des dinosaures et tout. Et du coup, moi, c'était ce que je faisais en alternance, parce que je bossais en agence en alternance, j'ai fait toutes mes études en alternance. Et du coup, on commence à parler de ça, et elle se dit, bah, tu voudrais pas le faire pour nous? Parce qu'elle avait la flemme. Et du coup, bah, ces deux choses côte à côte font que j'ai ma première mission freelance en même temps que ouvrir mon statut. Donc ça va très vite. Donc ça, c'est des trucs un peu terre à terre. Après, il y a, je pense, une dynamique plus profonde qui était en place, c'est que j'ai perdu mon père. C'était quand je venais d'arriver à Paris, c'était en 2014. Et du coup, ça, c'est au début de ma licence. Donc là, on est 1 an et demi après, à peu près. Et en fait, depuis la mort de mon père, moi, je me pose beaucoup de questions sur la vie, le sens de la vie, comment diriger sa vie. Et je pense que j'avais du coup commencé à avoir une réflexion sur la liberté et sur la place du travail dans notre quotidien. Parce que mon père, lui, il a été un très mauvais entrepreneur, mais entrepreneur toute sa vie. Il a lancé plein de projets, il bossait au black, enfin, il se démerdait, quoi. Il n'a pas construit une entreprise, mais tu vois, il faisait beaucoup de travail manuel à son compte en tant qu'artisan. À un moment, il a voulu lancer une boîte de déménagement parce qu'il voulait juste voyager avec son camion. Donc, il a dit, bah, je vais être payé pour voyager avec mon camion. Mais il faisait n'importe quoi. J'ai plein d'anecdotes très drôles là-dessus que ma mère m'a raconté par la suite. Et en fait, il est mort quand j'ai fini ma première semaine d'alternance, pas en agence, parce que juste avant l'agence, j'étais en cabinet de conseil. Donc, tu vois, j'étais à la Défense, costard cravate, ma petite mallette en cuir. J'avais l'impression d'être devenu le roi du monde. Et à la fin de ma première semaine, je suis en train de rentrer à pied du travail. Et là, je reçois un appel de l'hôpital de Périgueux, auquel j'ai pas pu répondre à temps. Donc, plus tard dans la soirée, j'ai appris ce qui se passait. Mais en fait, cet appel, c'est ma mère qui m'appelait pour dire que mon père avait fait une rupture d'anévrisme et qu'il fallait que je prenne le train pour venir lui dire au revoir, quoi. Sachant qu'il parlait plus, mais venir débrancher la machine qui le tenait en vie. Et je pense que, ouais, je me souviens qu'à cette époque, du coup, ça me pose beaucoup de questions sur est-ce qu'il n'y a pas un signe dans ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas un message qui veut me faire transparaître? Mes parents, c'était des hippies à fond, en mode on s'en fout de nos études, nous on a envie d'aller retaper une ferme au fin fond de la campagne en Dordogne, c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, je pense qu'il y a une confrontation entre le chemin de vie sur lequel j'étais, aller bosser à la Défense, devenir consultant, devenir riche, blablabla, et le chemin de vie dont je suis issu, qui en fait se sont entrechoqués, et ça a fait un nouveau mélange. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi poussé à me dire, bah en fait, je ne veux pas adhérer à la voie toute tracée à laquelle on m'a préparé pendant mes études à Dauphine. Euh, j'ai envie de créer ma propre voie, et je pense avoir plus de latitude si je me lance à mon compte. Donc c'est ça qui m'a mené à être freelance au début. Ah, incroyable cette histoire. C'est Mm. fou comment effectivement la vie parfois nous amène par elle-même, parfois des événements qui sont douloureux, mais nous amène à avoir des déclics qui vont avoir des Bah là, c'est impacts. clair, gros déclic. Ça. Mais, et encore, le mot déclic, c'est pour ça que je dis celui-là à la fin, parce que je pense que ça a été beaucoup plus long, tu vois. C'est pas genre, bam, il meurt et tout d'un coup, je réinvente tout, mais dans le processus du deuil, que j'ai très très mal vécu au début, forcément, parce que Mm. c'était brutal, c'était vraiment genre, une minute il est là, la minute d'après il est plus là.
je pense que, enfin voilà, ça a pris du temps, quoi. Donc ça a été un cheminement graduel, mais en même temps, ma vie n'aurait pas été pareille sans cet événement. Et c'est là où, aujourd'hui, tu vois, ça fait 11 ans, j'ai évidemment beaucoup de tristesse à chaque fois qu'il y a un film où un des personnages perd un proche, un parent ou un enfant, tu vois, ça me... genre, je repense à ça, et c'est très dur. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit, en fait, je crois que la vie que j'aurais pu avoir s'il n'était pas décédé, je sais pas si ça m'inspire en fait. Parce qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui je suis en train de bosser en agence de pub à Paris. Enfin, j'aurais été insupportable. J'ai pas envie d'être cette version de Thomas, tu vois. Donc, tu vois, c'est intéressant de se dire ça. De se dire en fait, cet événement colore tellement mon existence aujourd'hui. Mm. Je sais pas si ça aurait été mieux sans, tu vois, au Mm, final, mm. dans mon expérience. Ouais, Et en parce que même temps, je troquerais tout pour qu'il revienne et bien pour de sûr, nouveau vivre avec lui, tu vois. bien sûr, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas, moi j'ai un rapport à la mort très particulier. Parce qu'en fait, je trouve que la mort fait partie de la vie. En fait, enfin, il faut avoir, Mm. à mon avis, conscience que ça existe. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui nous ramène à cette humilité de la vie et de venir questionner le sens aussi à un moment donné. Euh, je pense que effectivement, c'est ce que tu dis, que toi, c'est le sens et ce truc-là de la liberté un petit peu qui est venu te mettre sur le chemin du freelancing, ou en tout cas de t'enlever du chemin de la réussite tout tracé qu'on entend souvent parler. Et ouais, effectivement, moi, c'est le même cheminement que j'ai eu. Alors, pas forcément, j'ai pas eu d'événement, tu vois, comme toi, par exemple. Mais je sais que, ouais, j'ai une conscience de la mort depuis que je suis gosse, quoi. Mm. J'ai vraiment ce truc-là de, à tout moment, ça peut s'arrêter. Et Mm. ce truc de vouloir profiter et de n'écouter que moi. Ça m'a parfois porté préjudice, mais j'ai ce truc-là ouais, en moi qui est Mm. très très présent. Donc effectivement, peut-être que c'est ce déclic-là qui est arrivé chez toi dans le processus de deuil. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y avait vraiment un questionnement sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment je peux penser la façon dont j'organise le travail, qui a une place si centrale dans nos vies. Enfin voilà, on passe clairement la partie où on a le plus de capacités cognitives et physiologiques à travailler, parce que la société est organisée comme ça pour l'instant. Peut-être que ça changera un jour. Euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pendant cette période-là, quoi. Et quand je vois les personnes qui vivent encore à Paris et dont le travail est organisé autour d'une situation géographique, bah, je me dis, heureusement que j'ai pris cette décision-là. Et en même temps, euh, aujourd'hui, tu vois, avec tous ces questionnements sociétaux et il y a une partie de moi qui se dit, bah, c'était très individualiste comme réflexion. Hmm. De me dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de tirer de mon existence et comment je structure un mode de vie, de travail autour de ça pour que moi je vive ce que je veux. Ben, en fait, je pensais vraiment que à moi pour le coup. J'avais pas une réflexion plus globale de au service de quelle cause et de quelle chose je veux mettre mon temps de travail. Et ça, c'est venu beaucoup plus tard comme réflexion. Par Mhm. petites pointes, tu vois, au fil de mes missions, j'ai eu cette réflexion qui est venue, mais aujourd'hui, c'est vraiment présent. Et je pense que maintenant, je me dirais, genre si j'étais convaincu que le meilleur impact que je puisse avoir était pas via l'entrepreneuriat, mais via le fait de redevenir salarié d'une structure ou enfin autre chose, peut-être que je bougerais, tu vois. En tout cas, il y Mhm. a cette recherche d'équilibre maintenant entre contribuer à quelque chose qui fait vraiment profondément sens au niveau sociétal, collectif, et pas que le sens personnel. Et je pense que ça, c'est un truc qui a pas mal bougé dans le temps et au fur et à mesure de ma Mhm. maturité entrepreneuriale aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah oui, même cheminement ici, mais du coup, je suis curieuse de savoir, ça a été quoi ton déclic de te dire, ok, enfin, je suis pas à mon compte juste pour moi et dans ma recherche de liberté, d'espace, de temps, etc., mais aussi pour contribuer. Mm. Est-ce que tu sais à quel moment tu t'es dit, ok, j'ai envie de contribuer à plus et sur quoi? Sur quel sujet? Ben, je pense encore une fois, il y a pas un moment clé, c'est vraiment
progressif, et je vois peut-être trois indicateurs. La première chose qui me vient en tête en termes de chronologie, c'est quand je fais mes missions de freelance, il y a un moment où je me suis spécialisé dans l'écosystème startup à Paris. Et je travaillais plus précisément, moi du coup mon métier c'était planeur stratégique, donc une réflexion sur la stratégie de marque, comment on positionne une marque, comment tu crées un univers autour de cette marque ou une histoire autour de cette marque par rapport à son positionnement stratégique. Et c'est ce que je faisais en agence. Et après je me suis dit, ben, en fait, l'écosystème que j'adore, parce que je faisais partie de l'association des entrepreneurs étudiants à Dauphine, donc qui voulaient tous monter une startup, c'était du coup cet écosystème-là de lancer des petites boîtes agiles qui veulent grossir vite et tout. Donc j'ai mélangé mon métier, cet écosystème, c'est devenu ma spécialité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certains clients avec qui je bossais qui venaient au fait de créer une entreprise par opportunité de marché. Donc c'était genre, ici il y a une opportunité, on va créer une boîte, on va la faire grossir, je vais la revendre dans 5 ans et je vais faire une sortie intéressante et prendre l'argent de la revente. Et en fait, je me rendais compte que c'était difficile de faire mon métier pour ces boîtes-là parce qu'en fait, il n'y avait pas d'histoire. Genre, c'était creux. C'était ah, bah, il y a une opportunité de marché, donc bah, c'est ça qu'on fait. Et du coup, il fallait essayer de créer un truc de toute pièce et de s'inventer une raison d'être et un pourquoi, tu vois. Et j'étais. Du coup, je m'éclatais pas parce que ça sonnait faux, il n'y avait pas de congruence. Et je me suis rendu compte que j'avais d'autres clients, pour le coup, qui venaient à l'aventure entrepreneuriale et au fait de créer des boîtes parce qu'il y avait un vrai combat, quoi. Et il y a notamment une entreprise avec qui j'avais travaillé où j'avais adoré cette mission. Ça s'appelait Fluicity. Et en fait, c'était une boîte qui faisait de la démocratie participative dans les entreprises, du coup privées, pour faire en sorte que les salariés puissent prendre partie aux discussions stratégiques, faire remonter leurs observations du terrain, etc. Mais aussi dans les mairies ou dans les départements pour que bah, les responsables politiques puissent écouter la parole des habitants, des habitantes. Et Trop du coup, bien. j'avais bossé avec cette boîte-là et je me suis dit, waouh, mais c'est trop riche. Et l'histoire de la fondatrice était incroyable. Elle avait vécu une situation en Turquie en lien avec la prise de pouvoir à Istanbul et le fait de sortir d'un modèle démocratique. Enfin, c'était fascinant. Et donc, tu vois, c'était une prise de conscience du genre, en fait, je me rends compte que les endroits où je prends le plus de plaisir, c'est les endroits où il y a une vraie combat, une raison d'être, quoi. Quelque chose où on veut faire une différence dans le monde et j'adorais. Donc, tu vois, déjà, il y a un premier truc de, en fait, je prends plus de plaisir à ces endroits-là, j'y vois plus de sens. Et ensuite, je pense que les deux autres déclencheurs, c'est ma rencontre avec le féminisme, notamment via Dani, qui est mon associé aujourd'hui, qui a été ma première coach quand, du coup, c'était ma coach en individuel pour mon entreprise quand je faisais du branding. Et aussi, j'ai toujours été plus proche des filles puis des femmes dans mon parcours de vie. J'ai jamais vraiment fait partie de boys club ou de groupes de mecs parce que je me sentais pas trop appartenir, surtout quand j'étais plus jeune, parce que tout le monde voulait jouer au rugby, tout le monde voulait se taper dessus. Le passe-temps, c'était de se taper dessus. J'étais genre, mais je ne comprends pas, je ne veux pas faire ces activités-là. Donc j'étais souvent pote avec des meufs. Et du coup, bon, voilà, à un moment donné, tu rencontres le féminisme avec ça. Et du coup, ces prises de conscience sur tous ces enjeux-là, je pense, m'ont emmené vers le fait de les voir aussi beaucoup dans le travail. Et après, la même chose sur l'écologie, où là, c'est l'héritage de mes parents qui mangeaient bio déjà quand eux étaient à la fac, euh, qui, moi, m'ont élevé comme végétarien. Je suis végétarien de naissance. J'ai fait 2 ans de pause quand j'ai eu une petite Waouh. crise quand je suis arrivé à la fac de je ne sais pas pourquoi je fais ça, je vais arrêter, je vais goûter la viande, mais je suis revenu dessus. Du coup, c'était là depuis longtemps et à un moment, j'ai décidé enfin, j'ai pris conscience que c'était vraiment un truc important, autant pour moi que sociétalement parlant. Et là, du coup, pareil, bah, j'ai commencé à voir ça aussi beaucoup dans le travail. Donc, ouais, encore une fois, pas un déclic majeur de boum, il se passe un truc, je prends une gifle et ce n'est plus jamais pareil, mais lentement et de plus en plus les choses qui font sens et s'implémentent ensemble. Et je le nourris aussi à force de lecture, à force de... Ben voilà quoi, j'ai une démarche consciente d'aller approfondir ça aussi, donc c'est de plus en plus fort. Hmm. Ouais, du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'entourage au final qui t'a aussi, l'entourage professionnel et personnel qui du coup t'a permis de...
Ouais, bah, ça revient à ce truc de l'interdépendance humaine. Mm. Je pense pas, enfin, tout ce qu'on hérite en tant que personne, on l'hérite d'autres êtres humains qui nous entourent au final, même si ça passe par des lectures ou par des films ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un d'autre qui le transmet de quelque part. Donc clairement, ouais, l'entourage a joué un rôle énorme, énorme là-dessus, à plein de niveaux. Ouais. Ouais, c'est fou parce que bah, moi, c'est un peu la même dynamique. Je pense que moi, j'étais dans cette vision de la réussite aussi. Alors, pas forcément, tu vois, quand j'étais jeune, je voulais de l'argent. Voilà, c'était mon truc, je veux de la thune. Et après, bon, j'avais quand même ce rapport très humain, etc., où je me disais, je veux pas le faire au détriment d'eux. Hmm. Pas trop l'aspect écologique, c'est arrivé plus tard, tu vois. Mais c'est vraiment, moi je crois que c'est les réseaux sociaux qui, tu vois, comme, enfin, vraiment c'est ça qui m'a ouvert la porte à d'autres discours, à d'autres visions de la vie. J'ai commencé Hmm. à suivre des militants, tu vois, et c'est là C'est où à quel âge j'ai... ça? C'est une bonne question. Je pense que entre 18 et 20, Ok. 20 ans. Ah Ouais. ouais. Ouais, c'est vraiment ça qui m'a... Parce que tu vois, autour de moi, j'avais peu de gens très engagés ou j'avais mon petit copain de l'époque un petit peu qui était un peu militant, mais bon, c'était très, tu vois, très... Bon, il avait des idées, mais elles n'étaient pas très, très solides, quoi, on va dire. Hmm. C'était plus, je pense, lié à ses parents, à leurs propres idées, etc. Moi, mes Hmm. parents... bon, après, j'ai aussi de grands-parents communistes du côté de ma mère, donc il y a quand même un petit héritage politique quand même. Mais si tu veux, après, c'est pas. Enfin, moi, je m'intéressais pas du tout à tout ça. Et d'ailleurs, c'est un truc qui faisait flipper mes parents, notamment ma mère. Elle me disait, mais en fait, on peut te parler de rien, tu t'intéresses à rien dans la vie, c'est flippant. Ah Genre, vraiment, merde. je te jure. Mais en fait, on en a parlé des années après où elle me disait que vraiment, quand tu avais 18 ans, j'avais très, très peur de ce que tu allais devenir parce que, bah, au-delà du fait que j'étais bonne à l'école, etc., j'avais un petit côté un peu rebelle, mais un côté rebelle en mode je bavardais en classe, tu vois. En fait, je Ouais. m'en fous de tout, quoi. Tu vois, c'était plus ça. Je Oui, m'en fous. t'avais les compétences, tu te reposais dessus et du coup à côté, c'était pas besoin de faire d'efforts. J'étais pareil, j'étais le même. Voilà. Se repose sur ses acquis, sur tous les Ah, bulletins de notes. ah ouais, 100%. J'ai exactement la même chose. Voilà. Et puis les personnes que je fréquentais, bon, bah, c'était des personnes. Bah, j'ai grandi à Périgueux d'ailleurs. Donc, Ah waouh, c'est vrai. ouais, 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 T'as ouais, fait ouais. quel lycée? L'Orgaté. Incroyable. J'ai ma coloc qui a fait l'orgaté, ma petite sœur a fait l'orgaté. Mais lol, Mais oui, moi j'étais à Exideuil au lycée. probable. J'imagine que tu vois, c'était genre, bon, Ouais, pour le ouais, coup, Exideuil, carrément. petit lycée de perdu de campagne. Et Tout le bah monde écoute, voulait fuir pour aller à Périgueux. bah oui, forcément. Incroyable. Et tous les gens de Périgueux voulaient fuir pour aller à Bordeaux, Oui, forcément. c'est ça, évidemment, on veut toujours plus grand. Du coup, tu vivais à Périgueux même? C'est dingue, je savais Ouais, pas que ouais, t'avais ouais, mais habité en Dordogne. mes parents vivent à côté de Périgueux, ouais. Waouh, Donc, même encore aujourd'hui. Donc, j'ai vécu 20 ans là-bas. J'ai été à la incroyable. fac aussi là-bas, j'ai fait Tech de Co là-bas. Ok, Et, waouh. et ouais, du coup, à l'époque, pas trop intéressée par grand-chose. Et je pense que, ouais, en fait, un jour, je sais pas, j'ai pété un plomb au lycée. J'ai dit, j'en ai marre des gens que je fréquente. Je m'ennuie un peu. Et du coup, je suis arrivée, j'ai dit, je vous adore, hein, on va passer encore du temps ensemble, mais je vais aller vers d'autres gens pour voir. Et du coup, j'ai rencontré d'autres potes qui m'ont fait rencontrer mon copain de l'époque et où là, j'ai commencé à rentrer dans un truc un peu plus Hmm. effectivement militant politisé, même si c'était bancal, il y avait quand même quelque chose. Et je pense que c'est là où j'ai développé ma curiosité sur l'écologie aussi. Enfin, ouais. C'est cool que tu parles du fait que un des déclencheurs, c'est la partie réseaux sociaux, médias, parce que c'est un propos que je tiens souvent sur pourquoi est-ce que pour les entrepreneurs, je considère qu'on a un vrai rôle à jouer dans ces combats-là. C'est que comme nous, on est souvent biberonnés à créer du contenu, essayer d'avoir de la visibilité sur les réseaux, avec différents formats de création, etc. En fait, c'est une vraie compétence de prendre l'espace médiatique. Euh, et toutes ces causes ont besoin de prendre plus d'espace médiatique. Quand tu regardes le temps de débat pour les sujets comme l'écologie ou le féminisme, par exemple, au présidentiel ou aux législatives là, de l'année dernière, c'était encore pire. Tu vois à Mm. quel point ça se fait effacer. Et du coup, on a besoin de reconquérir du temps médiatique pour ces causes-là. Et la preuve en est que ça, il y a des gens
qui découvrent ça, ils s'y intéressent, ils creusent un peu, tu suis des militants, tu suis des personnes qui prennent la parole là-dessus, et ça fait partie de ton éducation à ces sujets-là. Et souvent, c'est un truc qui est minimisé, en mode « Ah non, je ne vais pas poster sur les réseaux sociaux pour parler de ça », mais en fait, si, il y a vraiment un effet de déploiement médiatique où les choses qui prennent le plus d'espace dans les médias, c'est les choses qui deviennent un peu la pensée sociétale dominante, quoi. Et c'est pour ça que l'extrême droite met autant d'intérêt à essayer de se donner une belle figure sur les réseaux, sur TikTok, etc. C'est une stratégie pensée vraiment, vraiment finement, parce qu'ils savent que ce qui ressort dans les médias, ce qui ressort dans le temps écran de chaque personne dans ce pays, bah, c'est ça qui façonne le plus leur façon de voir le monde. Donc c'est hyper Ouais. important. Ouais, carrément. Et puis tu vois, c'est intéressant qu'on l'évoque dans cet angle-là parce que j'ai fait une interview précédemment où on parlait un petit peu de ça, de comment militer un petit peu dans ces contenus et Mhm. du fait que bah, il y avait beaucoup de personnes, par exemple, qui disaient ça me saoule, je te suis pour ce que tu fais, pour tes accompagnements, pour voilà ce que tu véhicules en termes d'inspiration, mais pas pour la politique parce que je suis déjà des militants pour ça. Sauf que en fait, effectivement, ça m'ouvre une voie ce que tu dis, c'est que je pense que ce qui m'a aidée là-dedans, c'est justement voir des personnes qui ne s'appropriaient jamais ces sujets-là, s'en approprier Mhm. et tu vois, commencer à communiquer là-dessus. Ne serait-ce que des créateurs, créatrices de contenu, entre guillemets, lifestyle, lambda, et cetera, tu vois? Qui d'un seul coup se sont mis à dire: «OK, je sais pas, je vais me mettre au zéro déchet typiquement. Et là, j'ai commencé, tu vois, à m'intéresser à tout ça, à me dire, mais pourquoi le zéro déchet? C'est quoi le délire? C'est quoi? Qu'est-ce qui se creuse derrière, etc. Et moi, j'ai même, plusieurs années après, monté mon propre compte Instagram où je parlais d'écologie, de zéro déchet et tout, en mettant en avant toutes les astuces que je faisais. Et je trouve que c'est d'autant plus parlant parce que c'est vrai que parfois, il y a un peu ce truc de est-ce que on prêche pas pour sa propre paroisse, tu vois, aussi, parce que quand on a un contenu qui est militant, je pense, de base, on est suivi majoritairement de gens qui sont militants aussi ou qui partagent les mêmes valeurs ou les mêmes idées. Donc je pense que parfois on peut se heurter à un plafond, mais c'est hyper important de le faire et je trouve que les gens qui justement n'ont pas l'habitude de le faire, c'est là où c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je le vois là dernièrement au vu des petites, enfin, des convictions que j'essaye de mettre en avant dans mes contenus et tout ça. J'ai des retours de gens qui me disent, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, tu vois. Bah, c'est là où tout le monde a... Il y a un intérêt à ce que tout le monde prenne la parole là-dessus parce que chacun de nos cheminements individuels et personnels peuvent faire écho avec le chemin individuel et personnel de quelqu'un d'autre. Mhm. Et il n'y a personne qui a ton cheminement sur ces sujets-là, il n'y a personne qui est le mien, mais il y a des personnes qui vont plutôt avoir un écho ou un miroir avec ton cheminement sur ces sujets et d'autres avec le mien. Et donc, ça les aide à se rapprocher, à aller plus loin dans leur cause, elles aussi. Et en fait, ça se répand comme ça. Et c'est hyper important qu'il y ait une forme d'intelligence collective là-dessus parce que bah, tous les discours ne touchent pas tout le monde. Il y a une phrase, Mhm. moi, qui m'a fait beaucoup de bien, autant pour mon entreprise que pour ces sujets-là. C'est la phrase qui dit qu'il y a un nombre très limité de messages dans le fond, mais il y a une infinité de messagers. Et ce qui compte, c'est que toi, Clémentine, moi, Thomas, on est au moins le messager d'une autre personne. C'est pas le fond du message qui compte, c'est qu'on devienne le messager, la messagère, qui fait la différence pour au moins une personne. Et ça, je trouve, ça détend, parce que il y a des sujets, ils restent pertinents depuis des millénaires, tu vois, genre la philosophie stoïcienne, c'est hyper pertinent en 2025. C'était avant Jésus-Christ, il y a longtemps, tu vois. Et il y a des gens qui en parlent depuis 4000 ans. Et ça Ouais. reste pertinent. Donc le message de fond est inchangé. Mais la forme que ce message par lequel ce message est diffusé, les messagers de 2025 ont évidemment un auditoire différent que les messagers de moins 1500 avant Jésus-Christ, tu vois. Mm, mm, mm. Donc c'est ça qui compte. On est chacun le messager ou la messagère de quelqu'un. Et c'est Ouais, pour ça que c'est important de prendre la parole, ouais, carrément. même de façon imparfaite. Oui, c'est ça surtout. Parce que j'ai aussi beaucoup de retours de personnes, tu vois, qui me disent, ah mais moi j'ose pas, je sais pas comment faire, je sais pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin de savoir comment faire. Déjà, se renseigner un peu sur les sujets. D'ailleurs, c'est ce que vous essayez de faire avec Laura Besson, Oui. avec l'émission Entreprendre ses politiques, qui elle, je suis toujours là. Ce soir, 20h30. Là, t'inquiète. Je devais voir une pote, j'ai dit non, j'ai le là. Oh non.
Mince, on augmente ton temps écran et on diminue ton temps social. Non, t'inquiète, je la vois demain, tout va bien. Ok, ça marche. Mais effectivement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce mouvement? Parce qu'à la base, c'était quand même plus un mouvement lié aux législatives avec le groupe WhatsApp qui avait été créé, etc. Ouais, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça parle un peu de ce que tu disais avant, qui est que il y a des gens qui se disent ah non mais moi je te suis pour tes accompagnements, pour tes produits, pour tes machins, pas pour les prises de parole engagées aux politiques. J'ai d'autres personnes que je suis pour ça. Et en fait, le problème de ça, c'est le silo. C'est de se dire, il y a d'un côté l'entrepreneuriat, il y a de l'autre côté la politique, où il y a d'un côté les massages shiatsu et de l'autre côté, d'ailleurs c'est pas les massages shiatsu, c'est deux trucs très différents, mais tu vois ce que je veux dire. Et de l'autre côté, il y a la politique. Et en fait, voir les choses comme ça, c'est oublier ou ne pas avoir conscience qu'en fait, ces choses sont indissociables. Absolument tout ce qu'on va faire, que ce soit dans nos entreprises, mais aussi dans nos quotidiens en tant que simple être humain, a une dimension politique. Je vais prendre l'exemple d'un médecin, où on se dit c'est le truc le moins politique au monde, mais en fait, l'expérience de la vie et de la pratique de la médecine d'un médecin va être très différente entre la France, où il y a un système qui s'appelle la sécurité sociale, qui permet à n'importe quel individu d'avoir accès quasi gratuitement à la santé, vs les États-Unis, où c'est beaucoup plus dur d'avoir accès à la santé, et donc les médecins ont des publics très différents dans ces deux pays, et la pratique de la médecine n'a rien à voir parce qu'elle n'est pas basée sur le même système de financement. Donc la pratique de la médecine entre les États-Unis et la France, politiquement, c'est-à-dire en fonction de la société, comment elle est structurée autour de ces métiers, ça n'a rien à voir. C'est vrai pour 100% des métiers, c'est vrai pour 100% de nos activités au quotidien. Le fait que les loisirs aient une place aussi grande dans notre société aujourd'hui, ça vient du fait que par le passé, il y a des politiques qui ont décidé de diminuer le temps de travail et augmenter le temps de loisirs et qu'il y a des lois qui ont été votées dans ce sens. Il n'y a pas si longtemps, si on rejoint 200 ans en arrière, les ouvriers travaillaient 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Il n'y a pas trop de place pour les loisirs dans ce monde-là. Il n'y a pas de place pour Netflix. Il n'y a pas de place pour vos séries préférées. Ça n'existe Quel pas. dommage. Et ce serait dommage, c'est vrai. Il y Ah a bah d'autres oui. problématiques sur les enjeux liés au streaming et ainsi de suite qu'on ne mentionnera peut-être pas maintenant. Mais la plupart des belles choses de notre vie, tout ce qu'on kiffe, c'est parce que par le passé, il y a eu des décisions politiques qui nous permettent de le vivre aujourd'hui. Donc tout est politique. Et c'est pour ça qu'on a lancé, entre autres, ce mouvement en 2024 pendant les législatives, qui était de rappeler aux entrepreneurs, qui sont une population qui se dit très souvent apolitisée, c'est-à-dire moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, je suis entrepreneur, je ne fais pas partie de cette conversation, leur rappeler qu'en fait, si toutes vos actions ont une dimension politique, toutes vos actions interagissent avec la société, et donc en interagissant avec la société, en vendant ce que vous vendez, en prenant la parole pour dire ce que vous dites, en travaillant avec certains types de clients et pas d'autres, etc., ça influence, ça façonne la société. J'adore cette phrase de Thich Nhat Hanh, qui était un moine vietnamien bouddhiste, mais aussi très militant pour la paix pendant la guerre au Vietnam, qui dit nous sommes à la fois les enfants de la société, on hérite la société quand on est, mais on en a aussi les parents, parce qu'on la façonne chaque jour et on rend à la société chaque jour. Et du coup, c'était pour ça. Le but du mouvement, c'était de dire, là, il y a les élections législatives, il y a un risque très réel que l'extrême droite prenne le pouvoir exécutif dans ce pays. Les entrepreneurs, les entrepreneurs doivent faire partie du front républicain pour faire barrage à l'extrême droite. Ne vous racontez pas la fausse histoire que vous êtes apolitique, vous avez une place à prendre là-dedans. Et du coup, on voulait créer de la prise de parole médiatique, on voulait prendre de la place, notamment sur LinkedIn, pour faire en sorte que ce sujet il soit débattu dans notre écosystème, là où normalement il est vraiment laissé de côté. Donc ça, c'est la genèse. L'urgence est passée depuis. J'ai failli faire un petit burn-out à la suite des législatives, c'était super. Et maintenant, avec l'émission, on essaye de trouver une autre manière de continuer de faire progresser les imaginaires, les réflexions sur ce sujet-là, sans urgence du coup, et c'est pour ça que c'est un format talk show qui est étalé dans le temps. Mais je pense que ça reste la même intention. C'est aider à la prise de conscience que tout ce qu'on fait quand on est entrepreneur a une dimension politique. Ça contribue à façonner la société dont on fait partie. Et du coup, on veut acculturer les gens à ces liens
donner aussi des billes de réflexion pour qu'on ait une solidité cognitive plus forte là-dessus, donc on soit plus armé pour réfléchir à ça. Et aussi, je pense de plus en plus créer chez les freelances notamment, donc nous qui sommes prestataires de services à notre compte, tout seul dans notre boîte, surtout les personnes qui sont sur un statut de micro-entreprise, essayer de créer une conscience de classe de ces personnes, de faire en sorte que ces personnes aient une réflexion individuelle sur leur entreprise, mais aussi qu'on dézoome et qu'on se demande c'est quoi la place de cette classe que sont les freelances au sein de la société. Et malheureusement, quand on fait ça, on se rend compte que c'est pas très sexy. On est souvent la variable d'ajustement économique pour nos clients. En termes de droits, pas ultra protégés. C'est un statut sur lequel beaucoup d'entreprises jouent pour s'enrichir elles-mêmes au détriment des travailleurs et des travailleuses. Donc on essaye, je pense, aussi de plus en plus de se dire, OK, comment on crée cette conscience de classe pour qu'on se batte pour développer nos boîtes. C'est ça, normal, on est entrepreneur, mais qu'on se batte aussi pour les droits de toute cette classe-là dont on fait partie. Hmm. Trop bien, merci pour cette présentation. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus clair. Et en plus, du coup, J'essaye. ce soir, quatrième émission. Bon, l'épisode sortira dans quelques semaines, mais voilà, vous avez de quoi faire sur YouTube. Vous avez tous les replays, le nombre de DM que je reçois à chaque fois que je parle de l'émission. On peut retrouver ça où? Ah ouais, trop bien. J'adore ça, le rôle l'étendard de l'émission. C'est bon ça. Eh ben écoute, Donc, j'espère que ce soir, il y aura des gens que tu as ramenés pour qu'on s'amuse en live, parce que en plus, on essaye de s'amuser ce faisant. C'est des sujets qui sont intenses, difficiles. Dans l'édition dernière, on a regardé un historien qui parlait des parallèles entre les années 1930 et la montée du nazisme et aujourd'hui. Ça m'a fait très peur, mais en même temps, du coup, il faut trouver une façon joyeuse de rentrer dans la lutte. Parce que hmm. si on prend pas de plaisir là-dedans aussi, et s'il n'y a pas un minimum de fun, mon espace mental, il serait difficile. Hein. Donc on essaye de mettre un peu de joie là-dedans aussi quand même. Mais c'est ça, en fait, souvent le militantisme, c'est vu comme quelque chose de très compliqué ou de très, ouais, très révolutionnaire ou en tout cas, tu sais, dans la démarche vraiment très, très dark un peu de la chose, alors que ça peut être justement des espaces super joyeux de reliance où Mm, clairement. effectivement on avance ensemble sur des convictions communes et où ça fait du bien, quoi, de pas être seule et de retrouver des espaces comme ça. Enfin, moi, là, je sais que Ouais. j'en ai eu gravement besoin ces derniers temps, où je me suis dit, mais en fait, je suis un ovni du business, ça me saoule, quoi. Et tu vois, de suite, mon premier réflexe a été, ok, les copines business, je vais vous harceler de vocaux, j'ai besoin de déposer ce que je ressens. Et en fait, juste d'être entendue, d'être entourée, de me dire, oui, t'es un ovni, mais t'as ta place et on a besoin de ton discours. Ah, Ouais, ça bouffée fait du d'air bien. frais. Et tu t'es dit, ok, continuons, continuons quoi. On va aller jusqu'au bout. Mais c'est Mm, pas simple, hein, parce qu'il y a tellement de clairement. discours. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans une démarche entre guillemets militante, c'est-à-dire tu as des convictions que tu essayes de défendre qui te semblent plus justes que la norme actuelle, souvent tu rentres du coup dans une posture minoritaire aussi. C'est le cas avec les droits LGBT, c'est le cas malheureusement avec l'écologie, enfin voilà, il y a tout plein de sujets où par rapport à la norme sociétale, tu te retrouves en minorité. Donc dès que tu te retrouves en minorité, c'est difficile à vivre. Émotionnellement, c'est difficile parce que tu es contre un truc beaucoup plus gros que toi. Physiologiquement, c'est difficile parce que tu as l'impression que tes efforts, ils payent pas totalement. Et c'est là où du coup, il y a cette espèce de grand mirage aussi de l'individu tout-puissant qui changera tout, alors qu'en fait, c'est la force collective qui fait la différence. Donc forcément, quand tu es en posture minoritaire, du coup, c'est très dur. Hmm. Il y a des personnes qui, malheureusement, identitairement, je pense par exemple à toutes les personnes trans qui vivent cette expérience-là, hyper minoritaires dans la société, elles n'ont pas de porte de sortie. Quand on choisit d'être militant sur des sujets, des fois c'est un choix, des fois c'est un état d'être. Et je veux visibiliser ça aussi parce que moi, par exemple, comme je disais au début d'épisode, je suis situé. Et du coup, militer, essayer de faire une différence, pour moi, c'est un choix. Donc Hmm. si je suis éclaté au sol parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop donné, j'ai le choix de faire la pause. Il y a des personnes qui n'ont pas ce choix-là. Et du coup, comment on fait du coup pour prendre soin de ça? On a besoin, du coup, nous, en tant que personnes non concernées de base, de faire le choix d'eux.
pour venir en soutien et faire en sorte qu'il puisse y avoir cette espèce de truc on essaie de se relayer, quoi. Mais aussi, comme tu dis, trouver des groupes où on se sent reconnu, on se sent appartenir, on se sent faire partie de quelque chose qui nous dépasse. Parce que là aussi, on peut souffler un peu et se rendre compte que c'est ensemble qu'on gagne, c'est pas seul. Et ça, dans notre écosystème entrepreneurial, effectivement, malheureusement, on est encore une fois en minorité. Je compte plus le nombre de fois où je me retrouve dans des groupes de type mastermind, machin, où la conversation arrive à un moment sur l'optimisation et l'évasion fiscale, et on se repasse nos contacts pour aller ouvrir notre boîte sur je sais pas quelle île parce que la fiscalité est plus intéressante. Moi, je suis en PLS à côté, genre en mode, oh putain, c'est vraiment ça qui intéresse ces gens. Et du coup, j'ai besoin d'autre chose après, tu vois. J'essaye de trouver des personnes au sein du groupe avec qui je peux vibe. Du coup, et c'est là où on rejoint comment nous, politiquement, on se positionne avec l'entreprise, on essaye de faire autre chose. Et la décision qu'on a prise en début d'année, là, d'ouvrir une partie gratuite de notre espace communautaire, ça va dans ce sens. C'est de se dire, en fait, l'écosystème dans lequel on est, il est tellement violent à plein de niveaux et il est aussi tellement exploitant des gens qui se sentent pas bien avec ça. Tu vois, la solitude, c'est devenu un produit enfin, c'est devenu un problème qu'on répond avec des produits. Et donc, on s'est dit, bon, on aimerait essayer de contribuer un peu autrement, à offrir une safe place pour toutes les personnes qui se sentent ovnis dans l'écosystème et qui peuvent du coup, entre ovnis, se retrouver et se dire, ah mais en fait non, on est tous pareils, c'est génial, en ouvrant une partie gratuite et en essayant de se dire, bon, voilà, c'est notre façon de contribuer et de rendre l'appareil, enfin de rendre une partie de ce qu'on a, quoi, et de redistribuer. Du coup, on finance l'outil, on essaie de le modérer, on met du temps, de l'énergie, de l'argent pour offrir cet espace-là. Évidemment, c'est aussi une manière pour nous de montrer à toutes ces personnes que, eh ben, regarde, il y a une autre façon de faire qui existe. Si tu as envie d'aller plus loin, on est là quand tu as besoin de nous. Mais c'est surtout pour offrir l'espace pour tout le monde. Et il y a plein de gens, je sais, qui en arrivant là se disent, ouais, il y a plein de gens comme moi en fait, et j'étais dans mon coin, et que des gens qui me disent que j'ai tort de penser comme ça, ben non. Quand tu trouves ton groupe qui voit le monde pareil et avec lequel tu te sens bien, ça fait une grosse différence. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, suite à tout ça, j'ai fait un post Insta sur mes réflexions et j'ai reçu une trentaine de commentaires et j'étais là, oh, j'ai trouvé ma tribu. Let's go. Tu vois, ça avait vraiment cet effet-là. Mais pareil, tu vois, l'aspect communautaire, moi, je l'offre dans mon programme d'accompagnement. C'est-à-dire qu'au lieu que ça s'arrête au bout des 4 mois d'accompagnement, bah, en fait, il reste là et je continue de Ouais. faire des lives et des trucs. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je comprends pas, faut que tu le fasses financer, ce truc, que tu le monétises, etc. Ça a de la valeur. Je sais que ça a de la valeur, mais je sais que les gens, ils ont besoin de ça et c'est ma manière de contribuer, c'est ma manière de militer, de leur apporter cet espace-là, en fait. Pour moi, c'est trop important, justement, cet aspect reliance, euh, au-delà de la reliance à moi via le coaching individuel, mais avec d'autres personnes, avec d'autres avis, avec d'autres façons de voir le monde aussi, c'est ouais, hyper important. Mais c'est vrai que la posture aussi d'accompagnant, elle est pas simple dans le sens où j'imagine que euh, tu dois te former aussi beaucoup, enfin, essayer de trouver d'autres formes de pouvoir, je sais pas, créer des écosystèmes d'offres, des stratégies, etc., de regarder un peu ce qui se passe sur le marché et tout ça. Et du coup, des fois, ça veut dire se confronter avec des discours qui sont complètement opposés, mais à qui on peut tirer parti de certaines choses et du coup écarter le reste. Ça, Ouais. parfois, pour la santé mentale aussi, Bah, je l'ai beaucoup fait par le passé. J'avoue que ces dernières années, j'ai moins été dans ces cercles-là parce que juste, j'ai l'impression que mon seuil de tolérance est de plus en plus bas. Et du Hmm. coup, je m'oriente vers autre chose. Là, tu vois, en ce moment, j'ai trop envie de faire une formation qui s'appelle la Perma-entreprise. C'est un cabinet de conseil qui propose tout un accompagnement pour transformer sa propre entreprise en perma-entreprise. Moi, pour le coup, je suis hyper intéressé d'y aller, observer la méthode, comment on l'applique à des structures d'indépendants. Parce que bon, c'est Mhm. pensé pour des structures plein de salariés et tout, tu vois. Donc, je vais plus dans ce sens-là en ce moment, en termes de là où je me forme. Mais un endroit où je trouve que c'est dur, la posture d'accompagnant, c'est que on est la personne vers qui les autres se tournent pour trouver de l'espoir, retrouver de la force, etc. Et du coup, ça te demande d'avoir ça pour toi, parce que une des compétences entrepreneuriales les plus précieuses, c'est comment je fais pour me remobiliser après un échec, comment je fais pour avoir la résilience émotionnelle d'encaisser les fois où ça marche pas,
pour la fois où ça marchera dans 4 ou 5 tentatives. Comment je fais pour m'auto-convaincre que cette tentative, c'est la bonne, même si je sais que c'est peut-être la 5e, il faut que je croie que celle-ci, c'est la bonne, sinon je ne vais pas le faire. Tu vois, ça, c'est des compétences très difficiles à avoir pour soi. Et donc, Mhm. quand tu accompagnes, tu le fais pour toi, mais tu dois aussi convaincre l'autre personne ou l'aider à s'auto-convaincre pour elle aussi. Et là où je l'ai vécu de façon vraiment difficile, c'est avec le bouquin. Parce Mhm. que avec le livre, j'écris sur l'écologie. Et au début, le sous-titre qu'on a utilisé à la fin, c'est Guide d'action écologique pour entrepreneurs. Le sous-titre de genre travail au tout début, quand j'ai pitché le livre à l'éditeur, c'était Guide d'espoir écologique pour entrepreneurs. Et du coup, la finalité que moi je cherche quelque part, c'est que les gens lisent le bouquin et à la fin, en le fermant, se disent OK, si je mets en place ce qui est écrit là-dedans, et si toutes les autres personnes qui ont lu le bouquin aussi mettent en place au moins une partie de ce qu'elles viennent de lire, j'ai espoir qu'on puisse s'en sortir. C'est ça la sensation que je cherche, tu vois. Et il y a plein de moments pendant que j'écrivais le livre, moi-même j'étais en mode, en fait c'est foutu, on va cramer, on va être à plus 4 degrés, on va avoir les étés à 55, je vais pas pouvoir vivre dans ce monde, ça va être horrible, il y aura plus d'eau. Tu vois, genre ça c'était vraiment mon discours interne où j'étais parce qu'il y avait des mauvaises nouvelles et tout, genre 7e limite planétaire qui est franchie pendant que j'écrivais le bouquin, alors que j'avais écrit dans le livre qu'on était à 6 sur 9. Enfin bref, que des trucs comme ça. Et du coup, j'étais genre, oh, qui suis-je pour redonner de l'espoir alors que je n'en ai pas moi-même? Et ça, je trouve, c'est typique de la posture d'accompagnant où bah, tu as ce truc-là. Qui suis-je pour alors que je dois donner ça à d'autres personnes? Et ça, c'est intense émotionnellement. Et c'est pour ça que quand on est accompagnant, on doit aussi se faire accompagner parce que bah, enfin, voilà, il y a Mhm. la chaîne de transmission. Mais ouais, très, très intense comme Ouais, expérience. ça a été ta solution de te faire accompagner du coup à ce moment-là ou comment est-ce que tu as retrouvé l'élan et le truc de mais s'il y a de l'espoir, il Eh faut que bien, je... en fait, donc ça, c'était dans le cheminement d'écriture. Et à un moment, quand j'ai eu ce truc-là, ça m'a coupé pendant un bon moment. Je pense bien 1 mois et demi, 2 mois sans rien produire du tout parce que j'étais vraiment que dans ma tête en train de. Surtout que en écrivant le livre, je pense que ça c'est un truc qu'on a tous et toutes quand on produit quelque chose. On a envie qu'il plaise aux personnes qui sont encore plus avancées que nous. Tu vois, moi, je me compare du coup en écrivant le livre à putain, j'ai envie qu'il soit perçu comme pertinent par Jean Covici, Camille Etienne, etc. Tu vois, ce qui n'est pas du tout mon lecteur cible ou ma lectrice cible. Alors, mais je me projette parce que c'est des gens qui m'inspirent et du coup, j'ai pas envie d'écrire un livre de merde. Donc il y a cette dimension qui est difficile. Donc ouais, quand j'ai pris conscience, putain, j'ai pas espoir moi-même et je dois donner de l'espoir aux gens, ça m'a coupé. Et la porte de sortie, ça a été de me rendre compte par les ruminations, par le fait d'en parler avec les autres, que en fait mon but c'est pas forcément j'ai pas besoin d'avoir de l'espoir pour agir, et qu'en fait c'est agir qui crée l'espoir, et que l'espoir ce n'est pas le moteur, c'est la conséquence. Et Hmm. ça, cette prise de conscience, déjà ça a changé ce que j'écris dans le livre, parce que du coup il y a un moment dans le livre où je dis en fait je sais pas si on va s'en sortir, et je ne pourrai pas vous regarder dans les yeux et vous dire que si vous faites tout ce qu'il y a dans ce bouquin, on pourra s'en sortir. En revanche, je suis certain que le sentiment de espoir que c'est peut-être possible ne viendra pas sans se bouger pour faire les choses individuellement et collectivement. Et c'est pour ça que ce livre existe. C'est pour vous aider à orienter au mieux vos actions, pour que vous ayez l'espoir qui renaît parce que vous êtes en mouvement. Hmm. Et quand j'ai eu ce switch, je me suis dit, en fait, c'est ça. J'écris pour que la conséquence, ce soit l'espoir. J'écris pas pour que l'espoir, ce soit j'ai l'espoir, je vous le transmets, regardez, c'est génial. J'écris pour qu'on se dise, en fait, il y a cette situation, il y a la seule porte de sortie passe par le fait de se bouger. Et s'il y a une infinité de chances que ça améliore les choses en se bougeant, mais en fait, c'est ça qui a de la valeur. Et c'est là où l'espoir y renaît. Hmm. Grosse claque, Ouais, cette prise de conscience. Même pour moi, ça fait du bien, tu vois, de l'entendre. Donc ça, c'est chouette de l'avoir mis dans le livre, effectivement, et d'avoir eu cette prise de conscience-là pendant l'écriture. bah, ça a tout changé dans la posture que j'ai pris à écrire J'imagine. enfin, ça a tout débloqué, quoi. Vraiment. Mm. C'était,
Ça, pour le coup, déclic. Ça a Ouais, mis un mois et deux. Ah, c'était horrible. Cette période-là, c'était vraiment dur émotionnellement. Mais quand ça a bougé, j'ai tracé sur toute la suite. et ouais. Comme quoi, ça a bloqué parce qu'il fallait un élément de conscience supplémentaire Ouais, et c'est là où pour du coup ça a été puissant, c'est que écrire ce livre m'a tellement fait cheminer sur le sujet que je pense que j'ai vraiment développé mes compétences en même temps. Hmm. Quand j'ai commencé, ça faisait hyper peur parce que je me sentais pas du tout prêt, légitime. Genre, c'était un défi, c'était un projet en tant que tel. C'était pas genre je maîtrise le sujet et je transmets ce que je maîtrise sur le papier, mais c'était ok, je vais m'attaquer à ça. Je sais pas si je vais y arriver, mais allons-y. Et pour le coup, vraie progression pour moi aussi sur le sujet. Hmm. Trop chouette. Et du coup, ça, c'est vraiment ton livre, il est vraiment adapté à des indépendants, des solos, quoi. Des solopreneurs. Ouais, il est écrit pour ces personnes-là. En gros, la prémisse de base dans l'introduction, ça part d'un email que j'ai reçu d'une cliente qui est très illustratif, je trouve, de beaucoup de personnes dans ma communauté ou dans notre clientèle qui ressentent ça. J'avais écrit une newsletter sur l'écologie et elle m'a répondu, genre un truc du style on regardait la télé, il y a une news sur l'écologie, ma fille de 7 ans m'a regardé et m'a dit maman, je préfère mourir que vivre dans ce monde-là, et j'ai pas su quoi lui répondre. Et ça, déjà, ça m'a crevé le cœur quand j'ai lu ça dans ma boîte mail. C'est une journée qui commence bien. Mais aussi, Ouais. ça montre à quel point il y a cette dissonance, je trouve, entre on est beaucoup à savoir que c'est peut-être le combat de notre génération et le sujet, c'est la méta-cause, parce que toutes les autres causes sont impactées par ça. Si on gagne le combat pour les droits LGBT, bah, ça n'a aucun sens si la planète crame et on n'est pas capable de subvenir à nos besoins, tu vois. Donc, c'est la cause qui relie toutes les autres, au final. C'est celle de la survie de l'humanité. Et du coup, on est beaucoup à savoir que c'est important, mais c'est tellement complexe, il n'y a pas de solution unique et miraculeuse, que du coup, entre la conscience du problème et qu'est-ce que j'en fais, il y a un gap énorme qui vient aussi beaucoup de notre perception en tant qu'indépendante, freelance, solo dans notre boîte. On se dit, bah, j'ai aucun pouvoir, je suis tout seul. Il y a moi, mon ordi, mon petit carnet. Qu'est-ce que je peux faire sur cette cause qui est la survie de l'humanité? Genre, Hmm. vous êtes bien gentil, mais je sais pas quoi faire, quoi. Et du coup, dans ce gap, au final, se glisse le doute, la peur, le manque de confiance en soi. Et donc, avec tous ces trucs hyper difficiles à vivre émotionnellement, souvent, bah, il se passe rien, ou alors pas grand-chose. Et comme il se passe rien ou il se passe pas grand-chose, bah, du coup, on est encore plus critique de soi-même, et encore, c'est encore plus dur de s'y mettre. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de truc vers le bas qui se passe, de spirale descendante, où au final, il se passe rien. Donc ça, c'est le prémisse, et du coup, l'idée, c'est comment est-ce qu'on résolue ça, et comment est-ce que il y a trois grandes sections dont le but est de rendre le pouvoir d'action aux indépendants pour qu'on se rende compte qu'en fait, on a une place très stratégique dans ce combat-là, avec un gros potentiel d'impact, à mon sens. Et du coup, j'essaye de montrer où est-ce que votre énergie est la mieux investie, sachant que vous êtes seul et sachant que du coup, vous êtes entrepreneur, mais pas que. Et du coup, c'est à la différence de beaucoup de livres sur l'écologie, ce que j'ai essayé de faire, c'est rassembler tout le périmètre d'action qu'on peut avoir. Donc c'est pas juste comment tu changes ta boîte pour qu'elle soit plus écologique. Il y a une section dédiée à ça, mais c'est aussi en tant qu'être humain qui vit dans une société de consommation et qui doit se nourrir, qui doit se vêtir, qui doit habiter, comment je fais. Et aussi en tant que citoyen, citoyenne, on fait partie d'une société avec des règles, comment on contribue à ce que les règles soient mieux pensées pour ce sujet de l'écologie. Et ça, souvent, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait sur les silos. Les bouquins de l'écologie, ils traitent que d'un seul truc. C'est Hmm. le bouquin zéro déchet pour ta vie chez toi, ou le bouquin très militant, pensée haute politique sur l'écologie, ou alors le bouquin comment tu fais un produit écologique pour ton entreprise. Mais il n'y a jamais le spectre global. Donc, tu n'arrives pas à savoir où mettre ton énergie parce qu'il y a tous ces trucs en même temps. Donc là, le but, c'est que tu lises le livre et que tu te dises, OK, mon énergie est le mieux investie sur ce vecteur-là. Et pour l'instant, ce ne sera pas ma boîte, ce sera le côté citoyen, ou peut-être ce sera ma boîte. Enfin, chacune, a priori, trouve à la fin du livre les actions les plus pertinentes dans son cas. Trop bien.
Trop hâte de le lire. Est-ce qu'on peut J'ai avoir le hâte. titre du coup, maintenant qu'on a le On peut sous-titre? avoir le titre. Donc, le titre final, c'est Sauver sa peau, sa boîte et la planète. Guide d'action écologique pour entrepreneurs. Et le terme sauver est important parce que j'ai envie de repositionner cette réflexion qu'on a sur l'écologie comme ce que c'est réellement. C'est pas un truc de je fais le bien, je suis une bonne personne parce que je protège la planète. En fait, c'est aussi un truc de survie. C'est Mm. notre habitat est en train de devenir inhabitable. Et à partir du moment où notre habitat est inhabitable ou de moins en moins habitable, c'est de plus en plus dur pour un être humain d'habiter dans cet habitat, eh ben, notre peau, en tant qu'individu, est à risque, notre entreprise est à risque, le marché sur lequel notre entreprise se situe est à risque, tout est à risque. Donc c'est vraiment une question de survie au final. Et on a pas mal discuté avec mon éditeur et mon éditrice là-dessus, sur le fait que ça fait peur, etc. En fait, je crois que ça fait partie de l'équation de se rendre compte qu'il y a urgence. Ouais. Et face à cette urgence, on doit faire des choses, il y a des actions à faire, il y a des corrections de chemin à faire. On peut le faire avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, comme tu disais, dans la reliance, dans le fait de faire groupe. On peut le faire aussi, et il faut le faire collectivement. C'est pas un individu qui change un petit truc dans son entreprise qui va faire la différence. Par contre, si on le fait ensemble, ça a vraiment du poids. Et dans le bouquin, je parle par exemple de certaines études qui ont été faites, c'était plutôt aux US, mais c'était des études faites sur les mouvements euh, citoyens partout dans le monde, souvent sur des enjeux politiques. Donc c'était pour par exemple renverser une dictature ou ce genre de choses. Et ça dit que il faut 3,5% de la population engagée de façon régulière et intense sur la cause pour qu'il y ait un truc qui bouge. Cette étude, elle a été critiquée de part et d'autre, etc. Donc, c'est pas un chiffre parfait. Tu vois, c'est pas, oh, boum, une personne en plus, on est à 3,5, ça y est, ça change tout. Mais ça donne un objectif, je trouve, et c'est intéressant. Mm. Et du coup, quand tu rapportes ça au nombre d'indépendants en France, les indépendants en France, c'est 13,1% de la population active et des travailleurs. C'est un peu moins si tu prends en compte les retraités, mais quand même, on est du monde, tu vois. Ouais. Ça Ouais. prend évidemment en compte les commerçants et ainsi de suite, qui sont aussi des professionnels indépendants. Mais du coup, juste les freelances, on est aussi super nombreuses. On est plus de 3 millions en France maintenant. Mm. Donc je me dis, si on arrive à mobiliser au moins une partie de ces indépendants, avec cette vision transversale de dans l'entreprise, dans ma vie de tous les jours, dans mon action citoyenne pour changer les règles du jeu, il y a des vraies choses qui sont possibles. Parce que on est cette partie de la population qui a les trois. Si tu es salarié, tu n'as pas totalement la main sur l'action et l'activité économique de ton entreprise. Tu peux essayer de l'influencer de l'intérieur, mais des fois, c'est des structures tellement grosses et conséquentes que ça prend du temps à changer. Nous, on est hyper agile, donc on peut faire une différence pour notre boîte. Genre, si on décide, dans un an, tu as changé ton modèle. Donc, on peut à la fois avoir de l'action sur l'offre, en tant que j'ai une offre économique que je mets sur le marché, sur la Mm. demande, parce que je change ma consommation, et ça, pour le coup, tous les humains de la société le sont, et aussi sur l'action citoyenne, dans le sens où ce que je disais tout à l'heure, si on s'engage dans des luttes politiques en tant qu'entrepreneur indépendant, on a toutes les compétences dont ils ont besoin. Les compétences entrepreneuriales, elles sont tellement rares et utiles pour les combats politiques que ça fait qu'on a un endroit où on est vraiment utile pour ces combats-là. Et donc, on peut faire une vraie différence. Et ça, c'est le prémisse de se dire, en fait, on a une place hyper stratégique pour faire bouger les choses parce qu'on a les compétences qu'on peut offrir au mouvement politique, parce qu'on a l'entreprise et donc on peut influencer l'offre chez nous, mais aussi chez chacun et chacune de nos clientes, parce que les freelances et les indépendants, on est des petites abeilles, tu vois, on pollinise tous les endroits où on va travailler et toutes les personnes qu'on touche, avec nos contenus aussi. Et du coup, tu vois, ces trois leviers d'action, quand ils fonctionnent bien à l'unisson, ça peut faire une vraie différence quand on s'y met collectivement. Mm. Trop bien. Eh ben, écoute, j'ai hâte d'avoir ce livre dans les mains. Je pense que c'est d'utilité publique pour tous les indépendants. I hope so. J'espère que le contenu honorera la façon dont j'en parle. Bah écoute, déjà de cet instant papotage, je retiens que l'espoir naît de l'action. Hmm. Et,
Et ça, je pense que ton livre y répond clairement au vu de tout ce que tu nous as dit. Donc, j'ai hâte de voir tous les conseils que tu transmets I hope so. au travers de tout ça et de ce qu'on peut mettre en place effectivement. Merci pour tout ce Avec que tu plaisir. fais, Merci pour à toi, Clémentine. cet instant papotage et puis pour tout ce que tu fais dans la transmission de tes convictions, de tes idées. Ça a largement enfin, aidé au fait que moi je fasse la même chose aussi. Avec Laura, évidemment, on ne l'oublie pas. Oui. Laura fait partie de cette équation, clairement. Mais oui, forcément, avec sa petite formation niveau 2 sur l'approche systémique, ça m'a aussi beaucoup aidé. Mais c'est vrai que, voilà, moi je te suis depuis des années maintenant et c'est vrai que te voir prendre position sur ces sujets-là m'a fait tilt aussi. Hmm. Donc, tu vois, on parlait des réseaux sociaux, mais même d'un point de vue entrepreneuriat et politique, ben, tu fais clairement partie du numéro un, j'ai envie de dire, qui m'a éveillée à ça au tout départ, quoi. Eh bien, je suis ravi. Et moi aussi, j'ai envie de te remercier, Clémentine, parce que dans la place que j'ai sur ces enjeux-là, moi, il y a quelque chose que malheureusement, je ne peux pas faire, en tout cas que j'ai choisi de ne pas faire par la place que j'occupe, qui au final est une place qui demande pas mal d'énergie et de temps investi. Et donc, je ne peux pas incarner aussi pleinement que j'aimerais la sobriété énergétique dont toi tu fais preuve, par exemple, avec le mouvement Slowpreneuriat. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir des gens qui transmettent ces messages. Moi, j'essaie de les transmettre, mais je l'incarne pas dans cette dimension-là, tu vois. Je suis pas la personne qui bosse 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, et qui arrive à créer un modèle fonctionnel autour de ça, parce qu'en fait, j'ai décidé que c'est pas ça le rôle que j'allais jouer. J'allais jouer un rôle de essayer de médiatiser encore plus largement, et ben voilà, pour l'instant, ça me demande pas mal de temps. Et du coup, je bosse plus que le modèle Slowpreneuriat recommanderait. Et du coup, j'ai vraiment envie de te remercier parce qu'on a aussi absolument besoin de personnes qui incarnent ça, qui montrent que c'est fonctionnel, qui partagent la réalité de à quel point c'est fonctionnel. Parce que c'est bien beau, moi j'essaie de relayer ce message, mais on a aussi besoin de personnes qui montrent que c'est aussi une réalité dans les faits. Et du coup, j'ai vraiment envie de te remercier pour ça parce que c'est difficile à faire, je trouve, de vraiment l'incarner dans le monde dans lequel on habite, parce que là aussi, c'est une position minoritaire. Donc, bravo et merci pour ça. Ben, merci beaucoup. Ça fait très plaisir d'entendre ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes prochaines actualités? Je crois savoir qu'il y a le Mastermind Surf en ce moment qui est ouvert. Oui, alors je ne sais pas quand l'épisode sortira, mais en tout cas là on enregistre fin juin. Sur l'été, on est dans notre phase de recrutement pour les membres de la nouvelle promo de notre mastermind, qui n'est pas un mastermind comme les classiques qui sont obsédés par la croissance exponentielle et le scale à tout prix. Ça incarne pas mal tout ce que j'ai dit jusqu'alors. Mais je suis aussi dans la phase de prévente du livre, parce que le livre sort officiellement le 4 septembre, mais les préventes démarrent en juillet. Donc sur tout l'été, je vais aussi être dans la préparation du lancement, mais aussi le fait de générer le plus de préventes possible. Et je ne sais pas si tu sais, mais en fait, plus il y a de préventes, plus c'est un message pour les plateformes ou les entreprises. Moi, je vais par exemple faire mes préventes avec la Fnac. Donc plus il y a de préventes, plus ça envoie le message à la Fnac de oulala, là là, ce livre, il a du potentiel. Et donc ensuite, en librairie, il est plus mis en avant. Et du coup, si vous écoutez cet épisode et qu'on n'est pas encore le 4 septembre, si vous avez envie de contribuer à la cause, une prévente, ça fait une différence énorme. Et je le mentionne parce que j'étais pas autant au courant, genre avant de vivre l'expérience de l'intérieur, je savais pas. Mais ça a un impact plus grand encore d'acheter un livre en prévente pour l'auteur, pour la cause, pour le sujet, que si vous l'achetez après. Donc, oui, ça veut dire qu'il faut attendre un peu son livre et on sort l'argent avant, certes, il est vrai, mais ça contribue énormément. Et moi, tout au long de l'été, je vais faire plein de cadeaux aux personnes qui participeront aux préventes. Donc, si vous avez envie de voir ça, venez sur Mhm. LinkedIn, venez sur Insta. Et si vous participez aux préventes, vous aurez plein de belles choses parce que j'ai envie de vous remercier pour ça, pour la cause. Ça tease. Trop Oui. bien. Eh ben, écoute, trop chouette. Effectivement, tu fais bien d'en parler. J'étais au courant, mais tu vois, j'allais en faire un petit topo en disant oui, prenez les préventes. De toute façon, l'épisode, a priori, sort fin juillet, donc on est bon encore pour les préventes. Donc, il Parfait, faut y aller saisissez l'occasion. si ça vous intéresse. De toute manière, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Trop bien, merci Clémentine.
Merci beaucoup Thomas pour cet échange. Merci à toi, c'était trop bien. Longue vie à ces instants papotage. C'est gentil. Et à très bientôt pour nos auditeurs auditrices. Bye.